Donc déjà pour commencer, je voulais remercier Dominique et l'Institut Lean France de pouvoir organiser ce type de prestation. C'est quand même plus sympa de faire du Lean en se levant à 7h30 le matin plutôt que d'aller à Lyon ou à Paris faire des présentations. Et c'est pour moi un événement qui est important parce qu'en Bretagne, on a une terre riche, on a une terre travailleuse, on a une terre créative. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa entre les entreprises, les écoles, et j'en profite pour remercier aussi Perrine et Eric de l'accueil. Et si je peux faire le trait d'union entre l'école d'où je suis sorti et le Lean, j'en serais vraiment honoré. Donc c'est vraiment un honneur pour moi d'être là et de pouvoir rendre un peu l'appareil à l'école qui m'a formé, qui m'a donné des valeurs et des premières compétences qui ont fait de moi après ce que je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pourquoi je suis ici? Moi, je parle souvent, quand on parle de Lean, je parle souvent de voyage. Pourquoi? Parce qu'on sait quand ça commence, et pour nous, ça a commencé en 2013, mais on ne sait jamais quand ça s'arrête. Et le Lean que vous pouvez faire aujourd'hui, il est différent du Lean que vous avez fait hier, et il sera sûrement différent du Lean que vous ferez demain. Pourquoi? Parce que, en fonction de vos motivations, en fonction de votre apprentissage, en fonction de votre capacité aussi à vous former, vous allez avoir un Lean qui va se transformer, qui va évoluer en même temps que votre entreprise évolue. Donc moi j'ai la chance de pouvoir faire un peu de Lean du côté de chez Cadieux. Voilà, voici une belle photo de notre société. On a de la chance, on voit derrière, c'est la baie de Douarnenez. Donc on a un environnement qui est plutôt sympa. Par exemple, à midi, quand il fait beau, je peux aller pique-niquer à la plage. Et faire un petit break sympa autour de la plage pour se détendre. Donc voilà, on a un cadre exceptionnel pour moi, à la pointe de la Bretagne, à Locronan, deuxième plus beau village de France, connu pour ses illuminations, etc. Et j'ai surtout la chance d'avoir 3 patrons vraiment, je dirais, exceptionnels, sans eux, il n'y aurait pas grand-chose. Donc c'est 3 co-dirigeants. Et pour moi, l'une des premières pierres fondamentales, c'est qu'ils sont convaincus que le Lean, c'est la bonne démarche. Donc, comme l'a dit Dominique, j'ai su les convaincre aussi. Mais ils sont intimement convaincus que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est quand même plus facile de faire du Lean quand on a les patrons qui sont convaincus, plutôt que quand on est cadre ou cadre dirigeant et qu'on essaie d'influer cette démarche-là, et qu'on se retrouve à buter toujours sur des oui mais. Et voilà, c'est pour moi l'une des principales causes des échecs de politique Lean dans certaines entreprises, c'est que le dirigeant pense que le Lean c'est pour ses cadres mais pas pour eux. Donc c'est, voilà. D'ailleurs, il y a combien de dirigeants d'entreprise dans la salle? 3, 4, voilà, je pense que ça devrait plutôt être l'inverse, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir plutôt 90% de dirigeants dans la salle et 4% peut-être 10% de cadres dirigeants. Voilà. Et je pense qu'on serait plus efficace. Donc voilà, assez de parler des autres, on va plutôt parler de nous maintenant. Donc nous, Cadieux, qui on est? Hop là. Donc nous, on voit le business d'un côté systémique. Si on devait se représenter, on serait comme un système planétaire où chaque entité est autonome, mais toutes ces entités-là gravitent les unes autour des autres en parfaite harmonie. Et certains peuvent monter dans la petite navette qu'on voit là et graviter dans ces différents systèmes pour apporter leurs compétences. Voilà, on fonctionne beaucoup en groupe de projet. Et vous verrez que je n'ai pas oublié la principale planète qui est celle des clients au bout. Et on a 2 nouvelles planètes là, qui ont récemment intégré la société, c'est Cadieux Transport et Cerens. Pourquoi? Parce qu'on travaillait avec des sous-traitants et étant pas satisfait de ce qui se passait, on a décidé d'intégrer nous-mêmes des compétences qu'on a mis à la sauce Lean et aujourd'hui, elle fonctionne très bien et on est même plus rentable que certaines grosses boîtes de transport par exemple. Donc l'entreprise Cadieux, c'est quoi aujourd'hui? Donc moi, je vous propose, vous verrez dans le système, la plus grosse planète, bien sûr, c'est Cadieux Industrie. Donc je suis directeur de production chez Cadieux Industrie. Et
Cadieux Industrie aujourd'hui, c'est quoi? Ben, c'est 420, donc aujourd'hui plus 450 collaborateurs. Il y a plus de 20 000 m² de bâtiments. On a encore 2 projets de bâtiments à venir. On fait un CA de 60 millions d'euros, d'un peu plus de 60 millions d'euros, et surtout, voilà, on forme tous les ans 40 collaborateurs à la menuiserie. Donc il faut savoir qu'on a désormais un atelier école qui est accrédité par tous les organismes de formation. Et voilà, très souvent, on était dans un système où les gens avaient du mal à trouver de la main-d'œuvre de qualité. Et très souvent, c'est on essaye, ça ne marche pas, on sort, on recommence, puis on recommence. Nous, on a plutôt eu une solution un peu, voilà, on a décidé de mettre en place une solution un peu plus proactive, c'est-à-dire qu'on a développé notre propre atelier école, on intègre le personnel. Pendant 3 semaines, ils sont en formation chez nous, avec une première semaine très théorique, voilà, sur qu'est-ce que la vision de l'entreprise, bon, on en reparlera tout à l'heure, hein. Qu'est-ce que la vision de l'entreprise, qu'est-ce qu'on attend, quelles sont les valeurs dans l'entreprise, qu'est-ce que le Lean, pourquoi on en fait, voilà, donner beaucoup de sens. Et le fait d'avoir fait ça, ça nous a permis d'avoir aussi alors je ne sais pas si on peut appeler ça un taux de transformation, mais on garde en moyenne 8 menuisiers sur 10 dans nos locaux. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a investi sur eux, on a investi sur le long terme. Et vous verrez, je parlerai aussi beaucoup de croissance durable pendant la présentation, car pour moi aussi, on ne peut pas dissocier aujourd'hui le Lean et le Green. Voilà. Dans l'industrie 4.0, comme on a pu entendre parler tout à l'heure. Alors aujourd'hui, Cadieux, notre objectif, c'est la sérénité de nos clients. Et si on faisait un petit point, voilà, un petit état des lieux, donc l'objectif, c'est de la sérénité de nos clients dans un contexte de croissance d'entreprise. Donc en 2019, on a fait plus 11% de CA. Et clairement, moi, depuis que j'y suis, ça a toujours été des croissances à 2 chiffres. Donc c'est un vrai tour de force de pouvoir optimiser ou fiabiliser une organisation tout en ayant une croissance à 2 chiffres. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a des cheveux gris avant 40 ans. Tout ça aussi dans un souci de pérennité de l'entreprise. Donc aujourd'hui, nos données d'entrée, c'est les suivantes. On a à peu près 3% des commandes qui sont en retard et on génère 390 000 € de non-conformité. Alors, je sais que vous ne travaillez pas chez Cadieux, j'aurais pu minimiser ce chiffre, mais dans le Lean, voilà, l'idée, ce n'est pas de cacher ces problèmes, c'est plutôt de les montrer et de montrer encore qu'est-ce qu'il y a à travailler. Et donc, en fait, quand on fait ce petit état des lieux, là, en fait, toujours dans un processus de remise en question perpétuelle, on se demande, voilà, si j'étais client, est-ce que j'accepterais ce produit? Et donc, c'est une question qu'on a sans cesse. Pourquoi? Parce que le client, c'est le seul patron de l'usine, en fait. C'est lui qui décide si, voilà, il peut, du jour au lendemain, licencier aussi bien le collaborateur que le patron. S'il décide d'arrêter de vous passer des commandes, que vous soyez le patron ou le simple collaborateur, vous êtes dans le mur. Donc ça, c'est un peu l'état des lieux, voilà ce qu'on est aujourd'hui. Et moi, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu le cercle d'or. Hein. Souvent, je vais dans des organisations et la question du sens, elle est un peu mise de côté. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fabrique? On fabrique des menuiseries. Je crois que j'ai oublié de le dire. Hein. Voilà, on fabrique des portails, on fabrique des garde-corps, on fabrique voilà, tout un tas de menuiseries faites pour l'extérieur. Donc voilà, on fabrique des menuiseries. Donc comment on les fabrique? On les fabrique grâce à la philosophie Lean. Mais bon, ça, on en parlera après dans toute la présentation. Mais surtout, la vraie question, c'est pourquoi on fait tout ça? Donc quand on s'est posé la question, ce n'était pas si simple que ça d'y répondre. Et donc, nous, pourquoi on fait tout ça? C'est pour satisfaire nos clients avant tout, être fiers de nos produits et pour accompagner notre croissance. Et je peux vous assurer que quand on a commencé le Lean en 2013, ce n'était pas gagné, quoi, parce qu'on avait des taux de service qui n'étaient pas géniaux. On avait plutôt des clients qui commençaient à dire vous ne nous livrez pas à temps. Et quand je dis pas à temps, c'est avec des semaines de retard, on ne parle pas de jours. Vous ne nous livrez pas à temps, avec la qualité qui n'est pas au rendez-vous. Comment voulez-vous qu'on continue encore ensemble? Et donc nous, voilà, on a dit à un moment donné, stop, il faut qu'on change les choses. Et en 2013, comme disait tout à l'heure Dominique, j'ai réussi à convaincre ma direction d'aller vers le Lean. Et il faut savoir que chez Cadieux, on a une grosse saisonnalité,
clairement, vous achetez un portail comme au même moment que vous achetez des tondeuses à gazon, c'est-à-dire pas en plein hiver, au moment de Noël, devant un feu de cheminée. Non, vous le faites au printemps. Donc, à partir du mois de février-mars, on a des commandes qui explosent. On peut faire x2, x3. Et clairement, c'est là qu'on prend un bouillon, hein, et c'est là qu'on se retrouve en difficulté. Et bien sûr, cette situation crée de l'urgence. Et vous savez tous que dans l'urgence, on va se loger les mauvais taux de service, les AT, la non-qualité, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et donc voilà, en 2013, clairement, la situation était, on était dans l'urgence. On était en mode pompier, voilà. On n'était pas en mode sérénité. Donc pour vous garder éveillé pendant la présentation, je vous ai tout de suite mis les résultats. Donc l'idée de ce voyage Lean, c'est vous montrer quand on a commencé, quels étaient les indicateurs clés, voilà les fameux KPI, où on en était sur ces indicateurs clés et où on en est aujourd'hui en 2020. Donc voilà, en 2013, quand on a commencé Lean, on faisait 33 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on en fait 70. Et on pense que ce sera même plus 75 cette année. Le taux de service, on était à 60%. Et encore, je vous ai mis quelque chose d'à peu près correct. Ça doit être la meilleure semaine de 2013. Voilà, je ne voulais pas être trop dur non plus. Donc on était à 60% de taux de service. Aujourd'hui, on est à 97%. Et on a fait le Gemba lundi, là, on était à 99,21%. Au niveau délai de livraison, on promettait 12 semaines, mais on livrait en 16 ou en 17 ou en 18, c'était compliqué. Donc vous commandiez un portail au mois de mars et puis vous le posiez pendant les vacances d'été. Donc c'était pas simple. Aujourd'hui, on promet 4 semaines et on tient 4 semaines. Et notre enjeu est d'aller encore plus bas en termes de délai. Au niveau du lead time, on est passé de 14 jours ouvrés. Le lead time, ça parle à tout le monde ou pas? Ouais. Donc on est passé, voilà, c'est le temps d'écoulement du produit dans le flux. Donc on était à 14 jours ouvrés, on est passé à 2 jours ouvrés. Mais on en parlera après tout à l'heure quand on zoomera sur tout ce qui est flux tiré lissé. Le rythme de travail, on avait des pics et des irrégularités. Forcément, on suivait complètement la demande du client. Quand je vous dis, on prenait un bouillon, c'était pas un petit. Aujourd'hui, on arrive à lisser, on arrive à maîtriser, et ça grâce aux outils PIC et PDP. Le taux de productivité, il était à 1,4 pièces par personne par jour. Aujourd'hui, on est à 3,4 en 7 ans. Donc, les menuisiers vont plus vite, mais ils vont plus vite pas parce qu'on a mis quelqu'un avec un fouet au bout de la table pour qu'ils aillent plus vite. Non, ils vont plus vite parce qu'on a résolu leurs problèmes, les uns après les autres. Au niveau de la qualité, on était à 82%. Voilà, nous, on a 2 indicateurs au niveau de la qualité, hein. Il y a le taux en quantité et le taux en coût. Donc, en quantité, on était à 82%, c'est-à-dire qu'il y a une menuiserie sur 5 qui partait avec un défaut. En coût, ça nous coûtait 1,5% du CA. Et aujourd'hui, voilà, on est à 95%, donc c'est la preuve qu'il y a encore des choses à faire. On n'est plus à une menuiserie sur 5, mais à une menuiserie sur 20. Mais on a encore énormément de choses à faire. Et on est à 99,6% de taux de qualité en coût. Donc on rétrocède 0,4%. Nos coûts de non-conformité représentent 0,4% de notre CA. Au niveau de la sécurité, forcément, quand on était en retard, et comme on n'avait pas d'activité aussi de lissage du flux, le lundi, on commençait tranquillement la semaine. Le mardi, on se mettait en jambes. Le mercredi, on commençait à se dire... Le vendredi, ça arrive bientôt. Le jeudi, on commençait à booster. Et puis, jeudi soir, on en avait 2 qui s'étaient blessés. On avait relancé 3-4 menuiseries parce qu'on était dans l'urgence, etc. etc. Donc voilà, l'effet que nous, on n'avait pas prévu, c'est que c'est un impact aussi sur la partie sécurité. Et aujourd'hui, on a un taux de fréquence et un taux de gravité qui ont totalement chuté. On a un joli challenge AT aussi qui dans nos processus. Et aujourd'hui, le taux de fréquence et les taux de gravité sont les plus bas quand on regarde notre strat au niveau de la CARSAT. On est tous affiliés, hein. Nous c'est AK308 je crois. On a le plus bas taux de toute la profession. Après, voilà, il n'y a peut-être pas beaucoup de menuiseries aussi qui sont aujourd'hui dans une démarche Lean avec un flux tiré lissé. Au niveau RH, donc forcément on avait des pics. Donc quand on a des pics d'activité, on embauche. Et on embauche ce qui vient. Donc c'était compliqué. Il y avait beaucoup d'énergie pour embaucher, mais au final très peu de résultats.
Aujourd'hui, grâce au lissage, on a une vraie maîtrise de nos embauches. Et ça, c'est une vraie différence. Et derrière, voilà, quand on s'est projeté avec un pic, on a pu, grâce à notre atelier école aussi, améliorer encore davantage le sourcing sur les embauches. Mais on en parlera tout à l'heure. Au niveau de l'environnement, donc, quand on a commencé à recycler 59% de nos déchets, aujourd'hui on est à 92%. Quand je disais tout à l'heure que le green et le lean ne peuvent pas être dissociés, voilà, c'est le cas, voilà, on est vraiment dedans, quoi. Aujourd'hui, on est bien au-delà de tout ce qui est loi Grenelle, de tout ce qui est... Pourquoi? Parce que le bon déchet, c'est déjà d'une celui qui n'existe pas. Et dès qu'on a un déchet, on essaie surtout de l'upcycler, de pouvoir le transformer en ressource davantage. Alors pour nous, une entreprise Lean, ça a 3 caractéristiques principales. Premièrement, déjà, il faut faire du flux tiré lissé. On ne peut pas nous dire qu'une entreprise est Lean, ça ne fait pas de flux tiré lissé. Deuxièmement, ça passe par le Gemba. Donc le Gemba, nous, on en fait 3. On a 3 types de Gemba dans l'entreprise. Donc on a un premier Gemba de niveau 1 avec tous les encadrants de production. Et très longtemps, on s'est contenté de ça. C'est-à-dire que c'était des encadrants de production qui faisaient le tour des indicateurs et qui regardaient un peu comment que ça se passait. Très vite, on a fait un Gemba de niveau 2 avec, donc celui-là c'est moi qui le dirige, avec la production et les services supports, BE, achat, etc., etc. Donc ça on le fait une fois le mardi, une fois le jeudi. Et pareil, hein, toujours dans notre apprentissage, on a développé un Gemba de niveau 3 avec toute la direction, le comité de pilotage. Et ça, on le fait tous les lundis. Tous les lundis, on passe dans l'ensemble des services, que ce soit office, manufacturing, appro, achat, supply, et on fait le point sur l'ensemble des indicateurs. Donc ce n'est pas une réunion où on commence à 14 h dans une salle, et pourtant on a une belle salle de réunion vue sur mer, où on s'assoit à 14 h dans une salle et on finit à 19 h le cerveau embouilli. Non, on a rendez-vous nous à 14 h devant le tableau des non-conformités, on est debout, on discute, et après, on marche. On marche. Et on va dans les différents services, regarder les indicateurs clés. Et discuter des problèmes sur le terrain, pas dans une salle ni dans un bureau. Et enfin, bien sûr, la troisième pierre angulaire, c'est le Kaizen. Et là, on ne voit pas bien, mais dans tous nos processus, on a ce qu'on appelle, nous, des zones rouges. C'est-à-dire qu'à chaque fois, regarder ce qui va et se frotter le dos, ce n'est pas trop notre culture. Nous, on aime plutôt regarder ce qui ne va pas. Et donc, on va dans ces zones rouges. On regarde un peu ce qui se passe dans ces zones rouges. Pourquoi ce produit il est bloqué? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi cette fiche est non conforme? Etc., etc. Donc moi, je vous propose là de zoomer sur le premier item, hein, qui est le flux tiré lissé. Donc le flux tiré lissé, donc quand on a commencé, la première chose qu'on a fait, bien sûr, ça a été de créer notre VSM. Et très vite, on a aussi défini une VSM cible. Donc au tout départ du Lean, notre VSM, on avait 9 étapes de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on n'en a plus que 4. Ce qui explique aussi la réduction du lead time. Okay, donc une fois qu'on avait défini, voilà, cartographié nos processus, on a commencé à tirer le flux, bien sûr, on a mis en place tout le système Kanban. On a lissé le flux, c'est pour ça qu'on appelle flux-lissé, par l'intermédiaire de l'outil PDP et de la boîte de lissage qu'on voit derrière. Et ça, pareil, ça a duré 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais il nous manquait quelque chose. On avait toujours cette saisonnalité qu'on n'arrivait pas à gommer et qui nous mettait en difficulté. Et très vite, on a basculé sur un PIC, qui est le dernier point en haut. Donc PIC, c'est plan industriel et commercial. C'est-à-dire qu'une fois dans l'année, on va se poser avec le commerce et on va leur demander quelles sont les prévisions. Attention, ce ne sont que des prévisions. Quelles sont les prévisions? Et nous, derrière, que ce soit en termes d'achat matière, en termes de production, en termes de... on va se mettre en concordance avec ces prévisions-là. Donc ça nous permet d'anticiper les embauches, ça permet de donner de la sérénité en fait, à l'ensemble de l'entreprise. Au niveau des RH, ils ont le temps de se poser, de recruter, de faire un sourcing qui est de qualité pour nous donner voilà, les meilleurs opérateurs possibles. Et après ce pic, on le réajuste tous les mois. En fonction des entrées de commandes et en fonction du chiffre qu'on va réaliser, on va le réajuster.
Si la croissance, c'est pas 12 mais 5%, forcément, on va se réajuster. On ne va pas rester sur ce qu'on avait décidé au mois de juillet. Et ce pic-là nous a amené voilà, vraiment cette sérénité. Et ça nous a permis aussi de regarder un peu près notre activité. Donc, comme dans toute saisonnalité, on a aussi deux types de produits. Hein. Nous, on est les rois du sur-mesure. Vous voulez un portail bleu avec une tôle du PSG dedans, éclairé comme dans une boîte de nuit, on est capable de le faire. Mais on a aussi des produits qui sont plus standards. Et ça a été notre variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'on s'est dit, et ça a été aussi un arbitrage hein, avec la trésorerie, c'est avec le DAF, hein, c'est pour ça que dans le pic, tout le monde y est, ça a été de se dire, est-ce que dans notre saison creuse, on ne peut pas fabriquer nos produits standards? Et ça, c'est pareil, c'est beaucoup de prévisions. Donc là, actuellement, on le fait encore. Hein, c'est une décision qui a été prise il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, on le fait encore. Et ça nous a permis de complètement lisser sur l'année la demande client. Et donc, l'effet K-School qu'il y a eu derrière tout ça, c'est qu'on a fait beaucoup plus de chiffres avec beaucoup moins de personnes. Parce que les pics, on les avait lissés, mais à l'échelle d'une année, et non plus à l'échelle d'une semaine de commande, comme on peut le connaître dans un PDP. Ensuite, le flux tiré lissé, pour nous, au-delà d'être un fabuleux outil de prévision, de lissage du signal et de gain de sérénité pour tout le monde, hein. Pareil, hein, on dit souvent que la sérénité, si on veut obtenir la sérénité de nos clients, c'est important d'avoir la sérénité des collaborateurs aussi. Et c'est vrai que ce lissage a amené, voilà, comme dans une course, on va beaucoup plus loin quand on fait un marathon que quand on va courir à 100 mètres. Voilà, voilà, nous, dans notre esprit, on est des marathoniens. Voilà, on essaie d'aller plus loin tout en courant toujours au même rythme. Après, en termes de philosophie, le flux tiré lissé, ce n'est pas qu'une boîte de lissage avec des cambans. Pour nous, c'est une vraie opportunité de pouvoir rendre visibles des problèmes. Quand on a commencé le Lean en 2013, dans nos Lean FIFO, on protégeait 8 heures l'étape de valeur ajoutée d'après. Et très vite, on a résolu nos problèmes. Et puis ça a commencé à rouler. On ne voyait plus rien. On faisait un Gemba et puis on n'avait plus grand-chose à se dire. Et on a très rapidement compris que c'est parce que on protégeait de manière trop grasse. Hein. Nous, le Lean, hein, c'est pas l'idée du Lean, hein, si on traduit, c'est maigre. Nous, ce n'est pas Lean dans l'idée d'être maigre, c'est dans l'idée d'être fit. C'est-à-dire que voilà, l'idée, c'est d'être prêt, d'être fort, d'être agile. Voilà. C'est pas de perdre du poids jusqu'à être squelettique, quoi. C'est vraiment d'être fit. Et du coup, pour nous, ce qu'on a fait, c'est que très rapidement, de 8 heures de protection de l'étape de valeur ajoutée d'après, on est passé à 4 heures. Et voilà, on a commencé à avoir des problèmes, encore une fois. Et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 1 heure de protection. Et on a un niveau de stock, voilà, on a une ligne FIFO, la ligne de flottaison verte, qui est très faible. Et on a des problèmes qui ont été globalement traités. Ensuite, concernant le Gemba, la fonction que nous, on lui confère chez nous, c'est qu'il est plutôt fait pour voir les problèmes. C'est-à-dire, une fois que le flux tiré lissé a créé les problèmes, en baissant les niveaux de stock, le Gemba doit être là pour vous permettre de voir les problèmes. Forcément, pour voir les problèmes, on va parler un peu d'indicateurs. Donc, les indicateurs, pour nous, je reviens aussi là-dessus, hein, c'est qu'ils doivent être smart déjà avant toute chose, c'est qu'ils doivent être spécifiques. Moi, je rajoute souvent le mot simple derrière. Mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. La notion de temps, elle est très importante parce que ce qui compte, ce n'est pas l'indicateur là, c'est pas ce qu'on fait là maintenant, c'est qu'est-ce qu'on veut faire aussi demain. Donc, il faut nécessairement la notion de temps. Quand je dis simple, c'est que nous, notre ambition aussi, c'est que demain, les opérateurs, ce soit eux qui remplissent les indicateurs, que ce soit plus nous, qu'ils se sentent tellement responsables de leur étape de valeur ajoutée, que ce soit eux qui remplissent les indicateurs. Et donc, ça commence là. On a les premiers. Donc là, vous avez la structure de nos points 5 minutes, hein, nos indicateurs clés. Ce sont les opérateurs qui remplissent le point 1 maintenant, désormais. C'est plus le responsable de zone. L'idée de ça, hein, c'est que ces indicateurs, il faut qu'ils soient le plus transparents possible. C'est
quand le responsable de zone fait sa réunion 5 minutes, il va parler de ces indicateurs-là, mais nous, quand on va passer après en Gemba, on va regarder les mêmes indicateurs. Donc il n'y a pas de surprise, ils ne sont pas au dépourvu, voilà, tout le monde est dans le même bateau. Et bien sûr, les indicateurs sont dans l'ordre suivant. Hein. On va d'abord parler de sécurité, on va d'abord parler d'humain, puis on va parler de qualité, ensuite on va parler de performance, bien sûr, taux de service au PDP, objectif de production, mais on ne va pas déroger de cet ordre-là, parce que la sécurité est le point numéro 1. Si vos opérateurs sont blessés ou qui ne sont pas là, ou qui, vous ne ferez pas vos objectifs. La qualité est essentielle aussi. Si vous avez beau faire 100 pièces, mais si c'est 100 pièces mauvaises, à la fin, ça fait 0. Et derrière, bien sûr, on regarde la performance aussi de l'atelier. Je vous ai mis un petit point là qui est derrière. Donc c'est aussi des choses qu'on fait aussi, hein, qu'on aborde en point 5 minutes. Donc ça, c'était un papier qui est pour les trophées de l'innovation. J'en parle juste là maintenant. L'idée, c'était d'avoir 3 collaborateurs, quel que soit leur service, pour qu'ils puissent travailler sur des sujets, les sujets de leur choix. Donc cette année, voilà, on a eu des trophées d'innovation liés à l'environnement, liés à l'amélioration du produit. Mais on en parle tout à l'heure dans la suite de la présentation. Ensuite, l'objectif numéro 2 du Gemba, c'est de rendre visibles les écarts par rapport aux différents standards. Et donc pour ça, il n'y a pas de secret, il faut aller sur le terrain, il faut aller voir, il faut pouvoir palper les choses. Donc nous, on a notre premier outil qui est clé, c'est les boîtes aux lettres de progrès. Donc c'est ce que vous avez à droite. On ne voit pas bien ici, mais en fait chaque service est représenté. Donc on a BE, ADV, quincaillerie, montage, etc., etc. Et en fait un menuisier, quand il va monter sa menuiserie, son job, et ça fait partie de son job, c'est pas quelque chose à côté, ça fait partie de son job, doit renseigner tout ce qui n'a pas été lors du montage de sa menuiserie. Et en fonction de sa première analyse, il va affecter ce problème-là à un des services de l'entreprise. Et tous les matins, les responsables de chaque département passent dans l'atelier et viennent récupérer dans leur boîte aux lettres, c'est pour ça qu'on appelle ça boîte aux lettres de progrès, viennent récupérer leur courrier d'amélioration continue. Voilà. En même temps qu'on vient mettre une jolie feuille dans la boîte aux lettres, on ne le voit pas bien ici non plus, mais on vient mettre dans les alvéoles de progrès des éléments. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir discuter autour de quelque chose de concret, autour d'un échantillon. Qu'est-ce qui n'a pas été? Alors pourquoi ça? Parce que très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de communication entre un menuisier qui essaie de décrire son problème et quelqu'un du BE qui arrivait, qui ne parlait pas forcément le même langage. Au moins, le fait d'avoir l'échantillon en main propre, ça leur permettait de voir la même chose, d'avoir la même perception du problème. Et là, clairement aussi, hein, quand je disais de regarder les écarts par rapport aux standards, voilà, on fixe aussi des objectifs de production. Si c'est conforme, le chiffre est en vert. Si c'est non conforme, le chiffre est en rouge. Et bien sûr, nous, on va s'arrêter sur ce qui est non conforme. Pourquoi on n'a pas réalisé tel ou tel objectif? Une fois que vous avez fait votre tour de Gemba, forcément, le flux tiré lycée vous a créé les problèmes. Le Gemba vous a permis de voir le problème, mais après, il faut le manager. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc, nous, de notre côté, voilà, le premier objectif, c'est déjà de faire progresser chaque jour et d'impliquer les collaborateurs. Donc, pour nous, le mot collaborateur, c'est un vrai terme qui prend tout son sens. On ne veut pas que les gens viennent juste pour faire un job alimentaire. On veut vraiment qu'ils soient impliqués dans la vie de l'entreprise. On veut qu'ils soient acteurs de leur métier. On veut qu'ils réfléchissent sur leur métier. On ne veut pas des petits robots. Voilà, on ne veut pas des petits robots. Et donc, du coup, dans le QRQC, ils peuvent être aussi moteurs. Donc, on a 4 niveaux de problème. Donc, le premier niveau, c'est-à-dire que le collaborateur, voilà, s'il manque, le standard, c'est de nettoyer ma zone. S'il manque un balai pour nettoyer la zone, ça doit être entre l'opérateur et son responsable de zone. Moi, savoir qu'il manque un balai dans l'atelier, franchement, j'ai d'autres préoccupations. Il faut qu'il soit autonome sur ce type de sujet-là. Donc là, sur ce type de problème, moi, je n'interviens pas. Puis on a des problèmes de niveau 2 entre le responsable de zone et son chef d'atelier. Puis problème de niveau 3 entre le chef d'atelier et la direction de prod. Puis problème de niveau 4 entre la direction de prod et le comité de pilotage.
Voilà, si on veut réimplanter une zone, forcément, ça passera par la validation d'un comité de pilotage, par exemple. Et pour la petite histoire, voilà, nous, on réimplante tous les hivers. On ferme 15 jours et on rebouge les machines. L'objectif numéro 2, c'est de prioriser les actions. Alors, c'est bien beau d'en mettre plein d'actions là sur le QRQC, mais si vous travaillez sur l'action qui rapporte peu, au final, vous allez perdre en efficience. J'insiste beaucoup sur l'efficience, qui est différente de l'efficacité. Voilà, l'efficacité, c'est obtenir ce qu'on veut, quels que soient les moyens. L'efficience, c'est obtenir ce qu'on veut avec des moyens très limités. Avec les justes moyens, pas limités, avec les justes moyens. Et ça, c'est souvent la différence entre une entreprise qui avance vite, qui est agile, et une entreprise voilà, qui va mettre peut-être un peu plus de temps. Donc je vous invite vraiment à être plutôt efficient plutôt qu'efficace. C'est très important. Et donc pour nous, dans toutes les étapes de valeur ajoutée, on a ce qu'on appelle des Pareto. Donc pareil, dans notre apprentissage du Lean aussi, donc on a commencé à faire des jolis Pareto, mais on montrait souvent les problèmes des autres. On aime bien faire ça, regarder ce qui ne va pas chez les autres. Et ça a été aussi tout un apprentissage, tout un parcours pour faire comprendre aux chefs de zone, aux responsables de zone, que ce qui comptait avant tout, c'était de regarder ses propres problèmes. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plutôt bien ancré. Et on a un Pareto pour les erreurs procurées par les autres, mais on a également des Pareto pour les erreurs réalisées sur l'étape de valeur ajoutée. Et enfin, l'objectif numéro 3, dans toute cette démarche de progrès, c'est d'avoir de la cohérence global site. Alors tout ce qu'on peut faire nous dans le manufacturing, c'est aussi d'avoir la même chose dans la partie office, dans la partie green. C'est d'utiliser les mêmes outils. Et voilà, on a ces fameux outils-là, donc ce film de production, là je vous en ai zoomé un, On a ces films de production, bien sûr on a du contrôle qualité, les Pareto, on en a parlé, les 5 pourquoi, qui sont très utiles dans le QRQC, les paperboards, les indicateurs, voilà, tout ce que j'ai pu vous présenter. Mais tout ça, voilà, rentre dans une politique d'entreprise, Lean et amélioration continue, et je pense qu'aujourd'hui, chacun sait, chez Cadieux Industries, que tout ce qu'on peut faire autour de l'amélioration continue, c'est pour le rétrocéder au client. Voilà, c'est pour le client. Ce n'est pas pour nous. C'est pour notre patron, le client. Alors dans tout ça, il y a, voilà, dans toute cette organisation, vous pouvez me dire, mais on a l'impression que chez Cadieux, les opérateurs, ils font que de l'amélioration continue, mais à quel moment ils travaillent? Non, je vous assure qu'ils travaillent quand même, hein, on le voit bien dans l'amélioration de la productivité. Non, ils travaillent. Et le pire, c'est que toutes les menuiseries sont faites main. Notre valeur ajoutée chez nous, c'est vraiment l'être humain. Et pareil, dans ce voyage Lean, là, dans ce parcours Lean, on s'est très vite rendu compte que si on voulait avoir des QRQC intéressants, si on voulait avoir de la résolution de problèmes qui soit intéressante, si on voulait avoir taper juste en fait, eh ben, il fallait qu'on investisse sur l'homme. Parce que c'est pas l'homme, c'est pas la machine qui va vous résoudre un QRQC ou vous proposer des solutions. C'est l'homme. C'est pas. Et donc, voilà, l'une de notre stratégie, il y a maintenant 3-4 ans, a été de valoriser l'homme. Bien sûr, tout ça dans un engrenage global où il fallait continuer de piloter le Lean, où il fallait continuer de progresser en permanence pour assurer la pérennité de l'entreprise, où il fallait embarquer les différentes parties prenantes, aussi bien nos fournisseurs que nos clients, par intermédiaire de COMEX. Hein, je ne parle pas de la partie fournisseur, mais ça a été aussi quelque chose de travailler, voilà, de faire des COMEX avec les fournisseurs, pour les embarquer avec nous dans ce Lean. Et derrière, voilà, on s'est rendu compte aussi qu'on avait peut-être une petite carence par rapport à la vision. Et c'est un sujet qu'on a travaillé il y a maintenant 3-4 ans aussi. Tout ça pour combler le client. Parce que voilà, pour obtenir le sourire du client, eh ben, il faut aussi obtenir le sourire du collaborateur. Et ça, c'est quelque chose de clé. Et donc, du coup, on a commencé à travailler sur la créativité. On a voulu développer nos hommes. On a voulu qu'ils soient le plus créatifs possible. Du coup, on a emmené nos collaborateurs dans tout un tas d'ateliers. L'idée n'était pas de les formater, qu'ils deviennent des petits robots, qui prennent une pièce A pour la mettre à un emplacement B, qui suivent des standards.
peut-être bêtes, mais qui les suivent. Non, on voulait qu'ils soient maîtres du standard, que ce soit eux qui créent le standard, pour qu'ils puissent déjà l'appliquer et qu'ils puissent le transformer si le métier évoluait. Donc on a beaucoup travaillé sur la partie formation. Voilà, on est passé du formatage à la formation. L'idée de tout ça, c'était aussi de développer leur curiosité. On souhaitait qu'ils deviennent passionnés par le métier de la menuiserie. Voilà, pas juste se lever le matin, faire 2 portails et puis rentrer à la maison. Non, ce n'était pas ça. Et du coup, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé de nos trophées de l'innovation. On a aussi créé tout un tas d'éventails d'initiatives pour que les salariés puissent s'exprimer. Une fois qu'on a fait ça, je vous ai dit tout à l'heure, il nous manquait vraiment cette partie aussi vision en fait. Voilà, toujours dans notre apprentissage, puisque je définis Cadieux comme une entreprise apprenante. On ne cherche pas à copier-coller. Alors on s'inspire, on va visiter des entreprises, mais on est plutôt à capter la philosophie d'une entreprise, à capter la philosophie du Lean. Et après, comment j'adapte cette philosophie à ma manière de fonctionner. Voilà, je ne cherche pas à aller dans une boîte, dire c'est super, ça marche bien, mais derrière, de copier exactement ce qu'ils font. Non, ce n'est pas ça. C'est comment après, on l'adapte à ses propres fonctionnements. Et donc, nous, on était conscients, on avait du personnel de qualité, on travaillait sur l'amélioration continue, etc. Mais on se rendrait bien compte que, et c'est comme vous, si vous montez dans un bateau, vous savez où vous montez, mais si on ne vous donne pas la destination, c'est peut-être pas dit que vous allez monter dans le bateau. Et donc, pour déjà donner cette dimension-là à nos opérateurs, on a créé cette vision-là, pour qu'on ait cette ambition commune, qu'on sache pourquoi les 450 collaborateurs de chez Cadieux, quand ils se lèvent le matin, pourquoi ils se lèvent. Et donc, notre vision, ça a été la suivante. Donc, garantir la sérénité de nos clients en leur offrant des solutions durables, exclusives et avant-gardistes. Alors, pourquoi durable ? Parce qu'on veut que ce ne soit pas juste un one-shot. Voilà, on veut que ce soit gravé dans la roche, on veut que ce soit dans le temps. Durable avec nos clients, durable avec nos salariés, durable avec nos fournisseurs. Voilà, beaucoup de partenariats. Et une fois qu'on avait défini cette vision-là, forcément, derrière, on a pu définir aussi nos valeurs. Donc on a 5 valeurs aujourd'hui dans l'entreprise. La première est l'engagement. Et derrière ces valeurs aussi, on y a associé des comportements OK et non OK. Et derrière ces valeurs-là, donc voilà, la première qui est l'engagement, on a associé des phrases clés. Voilà, je me sens responsable de mes actions. Je transforme mes erreurs en axe de progrès. Pareil, l'audace. Donc voilà, je propose, je participe, je donne mon point de vue. L'idée, voilà, c'est ne pas juste là d'assister à une réunion 5 minutes. J'en ai vu plusieurs. Au départ, on avait des collaborateurs qui, OK, je vais dans la réunion 5 minutes, OK, je participe, mais est-ce que je suis acteur de la réunion 5 minutes? Non, je suis là, j'écoute, et puis après, je retourne à mon poste de travail. C'est pour ça qu'on a beaucoup développé la notion de collabore-acteur. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir à peut-être changer cette notion, parce qu'on ne se rend pas trop compte, mais collaborer, ça veut dire partager la labeur. Et je trouve que chez nous, on est plutôt là pour essayer de prendre du plaisir ensemble quand on vient au travail. Et donc on est peut-être là, on est en train de réfléchir à peut-être changer ce mot de collabore-acteur. C'est partager une labeur, c'est pas nous. Voilà, on cherche peut-être un coopérateur ou coopérateur, je ne sais pas. Plutôt coopérer dans la réalisation du travail. La troisième valeur était l'agilité. Celle-là, elle est clé. Forcément, il faut s'adapter au marché d'aujourd'hui. Il faut être capable de pouvoir de s'adapter à la demande du client, tout simplement. Et donc, on a développé beaucoup de polyvalence. On a énormément de parcours de polyvalence, que ce soit intra ou interflux. Et surtout, on valorise cette polyvalence aussi. On a ce que nous on appelle des super opérateurs qui peuvent faire beaucoup de métiers dans l'entreprise. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle la productivité a augmenté, clairement. Et enfin, on a le dépassement. Le dépassement, parce que si l'entreprise en est là auquel on est aujourd'hui, c'est parce que, justement, ancré dans ces valeurs, cette notion de dépassement. Et on se dit que si on réunit ces 4 valeurs, on va aller vers l'épanouissement. Là où c'est le plus important, ça a été aussi pour nous, c'est au niveau RH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on recrute quelqu'un,
que ce soit pour le comité de pilotage, on l'a fait il y a récemment, on a recruté un responsable qualité. Voilà, on vient regarder si, dans ces manières de fonctionner, les valeurs de la future recrue collent avec les valeurs de l'entreprise. Et on sait que si ça match, ça va faire des étincelles. On va avoir des gens qui seront très investis, qui seront très, qui vont s'investir dans l'entreprise. Du coup, on a une petite vidéo sur les valeurs. Tac. Quand on comprend quelque chose, ça empêche les autres. Je dis quelque chose, je me tiens, je le fais. Je suis arrivé ici, dès ma première journée, j'ai dit je veux rester ici. L'audace, j'ai osé quelque chose, j'avais construit confiance. Participe à l'élan de l'entreprise, qui a vraiment une valeur humaine très importante. Je ne conçois pas la vie sans dépassement. Mais le dépassement n'a de valeur uniquement s'il est fait pour le groupe. On est tenace, on est courageux aussi, travailleur. Je suis fière d'être bretonne. Donc voilà, ça c'est une vidéo qui a été faite, par les salariés, pour les salariés, promouvoir déjà nos valeurs, nous ramener aussi à notre authenticité, parce qu'on est fiers d'être bretons. Moi, je ne suis pas né breton, mais j'ai mes enfants qui sont nés en Bretagne. Voilà, comme je disais tout à l'heure en préambule, on a un territoire qui est riche, on a un territoire qui est travailleur, qui est créatif. Quand je vois la mobilisation là, autour de l'émoji du drapeau breton, il y a une vraie fierté aussi d'appartenir à ce territoire. Et donc, voilà, nous, on voulait aussi avoir ce rapport authentique avec les gens. C'est compliqué de faire des manières ou de ne pas manger avec eux quand on les croise le dimanche matin au Super U, par exemple. Donc, c'est aussi l'avantage, et je pense l'une des clés de la réussite de notre politique Lean, c'est que on est vrai, en fait. On ne fait pas de manière. Voilà, parce qu'on croise les personnes, que ce soit dans les milieux associatifs, comme je l'ai dit, en faisant nos courses. Voilà, Le Cronan, c'est 800 habitants, hein, on est loin des grandes mégalopoles. Et du coup, voilà, cette proximité, cette authenticité, clairement, moi, j'ai pas de difficulté. Et à partir du moment où on respecte les gens aussi, on n'a pas de difficulté. Si je suis en retard sur le planning de livraison, j'ai zéro difficulté à faire venir les gens le samedi matin. Et ça, c'est un apprentissage. Quand on a commencé en 2013, on pensait que la clé était dans le process, la clé de la réussite. Et plus on avance, et plus on se rend compte que la clé de la réussite, elle est dans les hommes. Voilà. Et, voilà, et sur leur reconnaissance, voilà, savoir les remercier aussi, parce que c'est eux les acteurs majeurs de l'entreprise. La vision et les valeurs, pour nous, ça nous a permis d'avoir du coup un management qui soit des plus efficaces. Voilà. Compliqué de parler d'efficience quand on parle des hommes, parce que l'homme a toutes ses particularités. Et du coup, ça nous a permis de développer les réflexes et les bonnes attitudes nécessaires au déploiement du Lean. Ça nous a permis d'avoir des comportements qui soient OK. Par exemple, je m'interroge sur les pratiques. Comme je disais tout à l'heure, je ne respecte pas le standard bêtement, j'essaie de réfléchir dessus. Est-ce qu'il est vraiment adapté à ce qu'on fait? Est-ce qu'il a évolué depuis telle ou telle mise à jour? Je pense collectif et j'accepte de l'aide. Bizarrement, quand on a fait notre première étude sur la partie valeur, on s'est rendu compte que les opérateurs étaient tellement fiers de faire ce qu'ils faisaient, qu'ils avaient du mal à demander de l'aide. Et c'était un peu compliqué d'avoir cette chose qui ressortait, puisque la base du Lean, c'est quand même de montrer les problèmes. Donc, comment montrer les problèmes si déjà à la base, les personnes ont du mal à demander de l'aide? Voilà, on était là sur des non-sens. Donc, il a fallu beaucoup travailler là-dessus aussi. Et là, j'aime bien cette image-là, c'est que je pense collectif. Par exemple, on ne voit pas bien sur l'image, mais en fait, c'est deux chiens qui, en s'entraidant, ont réussi à dérober
une tarte qui était sur le plan de travail. Mais s'ils n'étaient pas tous les deux, ils n'auraient pas réussi. Donc voilà, on est beaucoup sur l'esprit aussi du collectif. Mes encadrants de production ne sont pas que sur une étape de valeur ajoutée. Tous les matins, quand ils font leur game bang entre eux, c'est est-ce que quelqu'un a besoin d'aide? On travaille la polyvalence. Tu es un absent, je fais monter quelqu'un sur ton étape de valeur ajoutée. On détruit les silos, quoi. Parce que je pense que vraiment les silos, c'est le cancer des entreprises. Il faut détruire les silos. On pense collectif. Je suis constructif. On emploie beaucoup le oui et. Alors nous, quand on discute dans nos gembas, s'il y a quelqu'un qui emploie le oui mais, pour nous, ça fait alerte rouge. C'est quelqu'un qui vous dit oui, je suis d'accord, mais je ne le suis pas quand même. Donc voilà, compliqué de manager les gens comme ça. Donc on s'interdit ça. On valorise plutôt le oui et davantage. Je réfléchis à des solutions simples. Je prends l'exemple tout bête, hein, c'est pourquoi détruire une fourmi avec un bazooka. Donc voilà, on ose aussi beaucoup. On dit aux collaborateurs qu'ils ont le droit d'essayer. À partir du moment qu'ils sont dans le cadre, ils ont le droit de tenter des choses, ils ont le droit de proposer des choses. Et ça va avec la valeur numéro 3 qui est l'audace. De toute façon, quand on essaye des choses, on ne perd jamais. Ou ça marche et on a gagné, ou ça ne marche pas et on a appris. Mais c'est jamais perdu. J'essaye aussi, donc on leur demande d'essayer beaucoup de choses, hein, et je ne m'accommode pas des problèmes. Je les vois comme des sources de progrès et je les résous. J'aime bien aussi l'illustration, on ne la voit pas bien, hein, mais en gros c'est un lion qui est au milieu d'autruches. Les autruches ne voient pas le danger puisqu'elles ont la tête plongée dans le sol, donc elles ne voient pas le problème. Seulement il existe bien, il est à 2 mètres d'elle. Alors tout ça, pourquoi faire? Au final, aujourd'hui, Cadieux, voilà, je vous ai présenté un peu ce qu'on a pu faire, hein, notre voyage depuis 2013, quels étaient les résultats, et tout ça, pourquoi faire? Aujourd'hui, voilà, on travaille beaucoup sur tout ce qui est qualité de vie au travail. Là, je vous ai montré, hein, c'est l'exemple d'une salle de pause qui a été créée par les salariés, pensée par les salariés, et aujourd'hui, elle est, je vais dire exploitée, je ne sais pas si c'est le mot, mais exploitée par les salariés. Ils voulaient des iPads en libre service, ils y sont, et il n'y en a aucun qui est volé. Voilà, on leur fait confiance. On est sur de la croissance durable. Comme je vous ai dit, le one-shot, ça ne nous intéresse pas. On veut vraiment générer des partenariats, que ce soit avec nos fournisseurs, avec nos clients, mais aussi et avant tout avec nos collaborateurs. On crée de l'emploi. On crée de l'emploi. Tous les ans, je signe en moyenne une 40aine de CDI dans les flux de production. Voilà, c'est une vraie fierté de pouvoir le faire. Et au-delà de ces 40 CDI, c'est aussi toutes les familles qu'il peut y avoir derrière, etc. Donc voilà, c'est une vraie fierté. On essaie de faire sens aussi. On veut que les gens se lèvent le matin et qu'ils savent pourquoi ils se lèvent. Voilà, ça c'est très important pour nous. On valorise le territoire. Donc là, récemment, quand je dis qu'on valorise le territoire, c'est quelle est la place de l'entreprise aujourd'hui dans la société? Est-ce que c'est juste une entreprise qui doit fabriquer des biens? Je pense que ce n'est plus l'entreprise de demain, ça. On parlait tout à l'heure d'ingénierie 4.0 ou d'ingénieur 4.0. Je pense qu'il y a aussi l'entreprise 4.0, mais pas uniquement que sur la partie numérique. Et, voilà, c'est comment l'entreprise aussi arrive à s'ouvrir maintenant envers les différentes parties prenantes. Et donc nous, voilà, il n'y a pas de ça un mois, on a accueilli une école primaire pourtant, mais qui avait un projet lié aux déchets, et on leur a fait une chasse au trésor aux déchets, mais dans le milieu industriel. Et ils avaient voilà, des choses à faire après derrière, une BD, et bizarrement, quand ils étaient en train d'écrire leur BD, ce qu'ils avaient retenu, c'était cet univers industriel, des machines, une barre d'alu, des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Et je pense que pour avoir voilà, le succès de notre industrie de demain, et du Lean aussi, je pense qu'il naît dans les esprits qui sont dans les écoles aujourd'hui. Voilà, c'est comment, quand je disais que j'aimerais bien faire le trait d'union entre l'industrie et les écoles, mais les écoles au sens large, pas que des écoles d'ingénieurs, aussi chez les petits, ça passe par là, je pense. C'est comment aussi amener les enfants à l'industrie. C'est pas quelque chose de mauvais, l'industrie. On ne va pas que salir les mains. On fait aussi plein de choses, quoi. C'est aussi l'occasion de remercier, et surtout,
tout ce qu'on fait, c'est aussi développer notre attractivité. Aujourd'hui, le marché du travail se retend. Voilà, c'est de plus en plus compliqué de trouver de la main-d'œuvre de qualité. Donc, c'est très important de travailler sur sa marque employeur. Et travailler sur sa marque employeur, ben, c'est faire tout ce qu'on peut faire. Voilà, c'est animer des journées. Je reprends l'exemple d'en bas, hein, donc Nick Piche, enfin, on l'appelle Nicolas Pichermont, il s'appelle. Donc, c'est quelqu'un voilà, à qui on a créé de toutes pièces un emploi, oui et non. C'est quelqu'un voilà, qui était chauffeur chez nous, qui a eu une expérience malheureuse sur la route, qui ne pouvait plus prendre la route. Voilà, quand on a mis en place tout le circuit de tri sélectif, on a développé notre premier emploi vert, en fait, où on a valorisé nos déchets pour en générer de la ressource financière. Et en fait, cette ressource financière nous a permis de financer l'emploi de Nick. Et du coup, ben, il fait ses tournées là, chez nous et il ramasse, là on le voit, il ramasse du plastique. Il ramasse du plastique, il ramasse du carton, etc. Et cette photo là qui a été prise, ben, c'était sur un challenge comme ça où ben, pour Noël, à l'approche des fêtes, avant la fermeture, les fameuses 15 jours de fermeture, eh ben, on demandait aux salariés de prendre leurs plus belles photos de Noël au sein de l'entreprise. Donc certains étaient venus avec des pubs, enfin voilà. Ça nous a permis d'animer un peu la fin d'année. Et surtout, tout ça, c'est fait pour un esprit de cohésion. Voilà. On parlait tout à l'heure de cohésion, je ne sais plus qui m'en parlait, mais je crois que c'était Eric qui parlait justement de cohésion en allant au ski. On pourrait se dire, tiens, c'est bizarre quand même, il n'y a pas d'étudiants dans la salle, ils sont tous partis au ski. Mais je rejoins son avis, je pense que la cohésion est aussi une clé très importante des organisations qui fonctionnent et de celles qui vont perdurer et se pérenniser dans le temps. Voilà, moi j'en ai terminé, je ne sais pas il est quelle heure. Mais si je peux continuer, voilà, je suis très bavard, je pourrais en parler une journée complète. Mais voilà. Voilà, moi j'ai tenu à terminer ma présentation par cette slide. Donc ça, c'est ce qu'on avait présenté lors du Lean Summit à Lyon, avec l'Institut Lean France. Donc c'est Emmanuel, là, notre dirigeante avec qui je suis. Voilà, c'est notre devise. Hein, voilà, on ne perd jamais, on gagne ou on apprend. Donc elle n'est pas de nous, on la tient de Nelson Mandela, hein, on rend à César ce qu'il y a à César. Mais c'est vraiment ça notre état d'esprit. Voilà. Merci à tous.